Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Comprendre Plotin, essai graphique de Thibaut Grèce, illustré par Sébastien Barbara. Réputé difficile, la pensée de Plotin, 205 à 270, constitue l'aboutissement de la philosophie antique. Inspirée du platonisme en premier lieu, mais aussi de l'aristotélisme ou du stoïcisme, elle suppose de savoir se mouvoir avec aisance dans le labyrinthe de la philosophie grecque que parachève le néoplatonisme. Le présent ouvrage propose une sorte de fil d'Ariane pour s'orienter dans les dédales plotiniens que dessinent des dialogues pleins de vigueur, organisés sous forme d'Énéade après sa mort par son disciple Porphyre. Décrivant et analysant l'ascension de l'âme jusqu'à l'un, montrant le piège de la dualité entre le connaissant et le connu, scrutant le pouvoir, mais aussi les limites de l'âme, les Énéades ne se réduisent pourtant pas à une métaphysique abstraite. Elles se déploient pleinement sur le terrain éthique et esthétique dont est ici restituée toute la portée. Ancien élève de Lens, agrégé et docteur en philosophie, Thibaut Grèce enseigne la philosophie en première supérieure à Blomet. Spécialiste de Descartes et du néoplatonisme, il a notamment publié L'œil et l'intelligible, Chimée. Agrégé de philosophie, Sébastien Barbara enseigne la philosophie et est également artiste-peintre, formé à l'École supérieure d'art et de design de Reims. Des notes et les illustrations sont disponibles sur les éditions e-book et brochets du livre. Introduction, Plotin ou la vie exemplaire d'une âme. Aperçu biographique et historique. On sait peu de choses de la vie de Plotin. La plupart de nos connaissances à son sujet proviennent de la biographie que Porphyre de Tyr, 234 à 310, consacra à son maître, ouvrage intitulé Vie de Plotin et qu'il rédigea entre 300 et 301 en introduction à son édition des Énéades, qui sont le nom des écrits de Plotin assemblés par Porphyre. La pauvreté de nos informations au sujet de la vie de Plotin peut s'expliquer par le contexte de l'époque, mais aussi par la philosophie propre de celui-ci. La singularité ne constitue pas la fin d'une vie, et à cet égard, l'enjeu de la philosophie consiste bien plutôt à retrouver le sens universel de la réalité plutôt qu'à se perdre dans les détails du particulier. Si donc une vie présente quelque intérêt, c'est en un sens très précis qui n'est aucunement celui que promeut l'individualisme accréditant l'idée que chaque vie serait par elle-même intéressante du fait même qu'elle est vécue. La contre, si cela a du sens d'évoquer la vie de Plotin, c'est uniquement parce que la vie du philosophe doit être exemplaire. Elle n'est pas saisie dans sa chronologie, ni dans ses actes ou épisodes, mais par l'exemple qu'elle donne. La vie du philosophe n'est pas de l'ordre de ce que l'on appelait jadis une chronique. C'est un exemple à suivre faisant l'objet d'une présentation qualitative par lequel il donne à voir et, partant, indique le comportement le plus digne, ce en quoi la seule vertu d'une biographie se révèle de nature éthique. En outre, le philosophe est caractérisé par sa séparation d'avec le monde normal des hommes, il a une singularité en tant que philosophe et non en tant qu'individu, ce que résume fort bien Jean-François Prado dans une remarquable introduction à la philosophie de Plotin. Le philosophe, comme un dieu parmi les hommes, est celui dont on rappelle quelques gestes admirables, sinon miraculeux. Selon toute vraisemblance, Plotin naît en 205, à Lycopolis, Haute-Égypte, ville qui relève alors de l'Empire romain et où la culture grecque est vivante, probablement au sein d'une famille de hauts fonctionnaires romains. À cet égard, la culture de Plotin est complexe car, en tant qu'Égyptien, donc en tant que citoyen oriental de l'Empire romain, il devait parler grec, langue également pratiquée par l'élite de l'Empire. Plotin est donc hellénophone à double titre. Il fait partie de ceux qui, ayant reçu une bonne éducation et qui, venant d'Orient, se considèrent comme grecs de langue et de culture. Néanmoins, Porphyre signale un usage assez approximatif de la langue grecque, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. À 28 ans, Plotin part étudier la philosophie à Alexandrie, auprès du platonicien Ammonios Sakas connu sous le nom d'Ammonius, un guide spirituel d'origine chrétienne, peut-être apostat, dont l'enseignement est purement oral et ne laisse aucun écrit. On ne sait pratiquement rien d'Ammonius, mais on sait tout de même qu'il ouvrit une école à Alexandrie,
fréquenté par Origène. Plotin assista au cours de 232 à 242, cours dont la règle était de ne rien dire de ce qui y était enseigné. C'était assurément une formation de nature ésotérique permettant de s'élever spirituellement selon des règles très exigeantes au sujet desquelles serment était fait de ne rien dire. Mais Plotin finit par rompre le serment, ce qui suscita certains remous. À 39 ans, en 244, son intérêt pour les philosophies orientales, c'est-à-dire perses et indiennes, le poussa à rejoindre l'armée de Gordien III, empereur romain, 238 à 244, qui marchait contre la Perse. La défaite de cette armée et la mort de Gordien, tué en 244, contraignirent Plotin à se réfugier pour un temps dans la ville d'Antioche, actuelle Turquie, opération qui n'alla pas sans difficulté. Plotin gagna ensuite Rome, alors sous le règne de l'empereur Philippe l'Arabe, 244 à 249, et il y réunit quelques disciples dans une école philosophique qui recevra à l'époque moderne le nom d'école néoplatonicienne de Rome. Ce lieu, contrairement aux idées reçues, peut surprendre. En effet, Rome n'est pas un haut lieu de la philosophie à l'époque, car celle-ci se distribuait bien plus volontiers entre Alexandrie et Athènes. Ce sont donc la cour impériale et le Sénat qui conduisirent Plotin à Rome, motif relevant davantage du pouvoir que de l'institution philosophique comme telle. On constate également, nous y reviendrons, que le rôle des femmes est déjà important en ceci qu'elles jouent à bien des égards le rôle que joueront les salonières parisiennes du grand siècle et des Lumières. Plotin rencontre ainsi Salonine, impératrice éclairée, 254 à 268, et épouse de Galien, ainsi que l'aristocrate Gémina qui sera l'épouse du futur empereur Trébonien. C'est par la protection des femmes que Plotin peut de ce fait établir son école à Rome. Il en découle que ce dernier n'est pas un ermite, mais un homme de cour. Porphyre, dans son récit, contredit l'image du philosophe isolé, du sage reclus et en retrait du monde. Plotin est pratiquement un courtisan et semble avoir pris conscience de l'utilité de fréquenter le pouvoir. Par ailleurs, il convient d'apporter une précision quant à la notion d'école, terme trompeur s'il en est. Une école n'est pas une école de pensée, n'est pas non plus quelque chose à prendre au sens de faire école, avec l'idée d'une doctrine claire partagée par tous les membres. Une école de ce temps a quelque chose de mondain, là aussi comme les salons modernes. Ce sont des réunions informelles, irrégulières, de gens instruits, qui cherchent essentiellement à progresser sur le plan éthique. Il faut donc clairement distinguer ce qui relèverait par exemple d'un enseignement à teneur ésotérique, et pour le coup en partie doctrinal, comme pouvait l'être celui d'Ammonius, des écoles, s'apparentant davantage à des cercles plus ou moins ouverts, et socialement assez mondains. Ces précisions permettent de déterminer le sens général de la philosophie de Plotin. Celle-ci ne se laisse réduire ni au traité, ni même à l'enseignement qui n'est pas suffisamment doctrinal. Elle est bien plutôt un mode de vie, une sorte de propédeutique de nature éthique. Le maître est un modèle, dont l'existence autant que les éléments de doctrine, et non la systématicité, doivent édifier. Porphyre écrit pour mettre en valeur cette dimension de Plotin, et illustre chaque fois qu'il le juge nécessaire l'exemple que donne à voir Plotin. Quand il parlait, c'est l'intellect qui se manifestait jusque sur son visage qu'il éclairait de sa lumière. Ce détail n'en est pas un. Il permet de comprendre qu'il n'y a de philosophie que s'il y a dépassement de soi, et que si la pratique de la pensée permet de devenir plus que soi-même, ou plus exactement, de devenir plus qu'un individu engoncé dans sa particularité. La philosophie n'a donc de sens que pratique, que comme manière de vivre, et ses effets doivent être visibles sur le philosophe qui, pour cette raison, devient exemplaire. De ce fait, celui-ci s'éloigne de son individualité en tant que particularité, et là est la raison pour laquelle Plotin refusait qu'on dessinât son portrait, qu'on fêtât son anniversaire, qu'on célébrât en somme son individualité. Seule importe la conversion, c'est-à-dire étymologiquement le retournement par lequel l'on se détourne du particulier et de la matière pour s'orienter vers l'essentiel, à savoir l'universel et l'immuable. En termes plus simples, nous pourrions dire que la conversion, épistrophée en grec, constitue l'exigence fondamentale par laquelle l'on se détourne du réel pour retrouver la réalité,
c'est-à-dire par laquelle l'on se détourne de la multiplicité matérielle pour retrouver la structure fondamentale de cette multiplicité. À partir de 254, Plotin accepte de rédiger des textes tirés de ces leçons que Porphyre regroupera sous le titre des Énéades. Les leçons portaient sur une difficulté identifiée dans les dialogues de Platon, et on se demandait comment les anciens en traitaient. Les traités que nous lisons ont donc les cours pour origine et sont des formes de retranscription dictées par Plotin. Mais comme cela fut précédemment mentionné, les cours ne formaient pas une doctrine unique et systématique qu'il s'agissait de diffuser avec ordre. L'école plotinienne était bien davantage un cercle mondain de discussion, et les traités eux-mêmes vont en être l'expression. Désordonnés, de tailles différentes, n'évitant pas les redites, ils traduisent le caractère vivant des discussions davantage qu'un système fermé. Porphyre lui-même reconnaît que les premiers traités sont d'ailleurs plus faibles que les derniers. Les 21 premiers ont une qualité moins affirmée et n'ont point encore atteint une ampleur suffisante pour ce qui est de la vigueur de la pensée. Parmi ses auditeurs, en raison du côté peu structuré et non scolastique des cours, se trouvait une vaste hétérogénéité de profils. Des chrétiens gnostiques, des cétiens, courant gnostique inspiré par le troisième fils d'Adam et Ève, Seth, etc. Cette diversité doit appeler immédiatement 3 précisions. La première porte sur la question du christianisme et impose de rappeler qu'à l'époque, les dogmes chrétiens ne sont nullement fixés. Le concile de Nicée, qui déterminera les objets précis de la foi chrétienne, n'a lieu qu'en 325. Donc, à l'époque où enseigne Plotin, quelque chose d'aussi fondamental pour la foi que le credo n'est pas en vigueur et de ce fait, le christianisme est pensé comme une secte, plus ou moins philosophique, dont le contenu est moins d'ordre doctrinal que d'ordre éthique. Autrement dit, il s'agit moins d'avoir la foi en ceci ou cela que de méditer la dimension exemplaire de la vie de Jésus. En somme, dans les années 250 à 270, on est très loin des conciles de Nicée, puis de Constantinople en 381, qui statuera sur le Saint-Esprit et sa consubstantialité avec le Père. Et encore plus loin de celui de Chalcédoine en 451, qui fixera la double nature du Christ, ce qui n'ira pas sans trouble. La seconde précision concerne la notion de gnose, notion fondamentale de l'Antiquité et enjeu majeur de la philosophie autant que de la théologie. Venant du grec gnosis, signifiant connaissance, la gnose a 2 versants, un universel qui en détermine les fondamentaux et un plus particulier qui désigne un courant contemporain de Plotin. Les principes universels de la gnose, quelle qu'en soit l'époque, peuvent être énoncés ainsi. Petit 1. La gnose est d'abord un sentiment par lequel l'homme se sent étranger au monde. Le monde n'est pas son monde. Il ne s'y sent pas chez lui, et à cet égard, un texte comme celui du Phèdre de Platon, où le mythe évoque la perte des ailes de l'âme pour rendre compte de la condition humaine, exprime parfaitement le sentiment gnostique d'être déchu et de se retrouver dans un monde à ailes égard duquel on nourrit un sentiment d'étrangeté. Même les premiers chrétiens, dont il faut rappeler encore une fois qu'ils n'ont pas de dogme fixé auquel adhérer, n'hésitent pas à associer les évangiles à une certaine gnose. Ainsi en va-t-il des chapitres 15 et 17 de l'évangile de Jean, où se retrouve répétée de nombreuses fois l'affirmation selon laquelle les disciples sont certes au monde, mais pas du monde. Petit 2, la gnose est une gnosis, donc une connaissance, au sens où celle-ci semble procurer le salut. Cela implique que le salut ne soit pas tant lié à la mort qu'à la connaissance de la nature profonde du réel, la réalité, et donc que la sotériologie soit corrélée à une noétique, autrement dit, que la science du salut soit d'abord une science de ce qu'il y a à savoir. Plus encore, cela implique que le salut peut intervenir ici et maintenant, au sens où il n'est pas question d'attendre la mort pour connaître ce qui sauve, et partant, que les conditions du salut sont immanentes en tant qu'enfouies au plus profond de notre être. De ce fait, la gnose attribue à l'intellect un rôle considérable puisque la connaissance au sens fort du terme est l'opérateur même du salut, et que celui-ci peut être obtenu par une démarche noétique, découvrant en soi les éléments sotériologiques nécessaires. En ces 2 sens-là, le platonisme tout comme le néoplatonisme sont des pensées gnostiques.
Mais encore faut-il ne pas confondre gnose et gnosticisme. Celui-ci est un courant des 2e et 3e siècles de l'Empire romain, courant issu certes de la gnose, mais très particulier que l'on ne connaît que sous la forme indirecte des réfutations qui lui furent adressées. Sans doute conçu en réaction à un concept relativement récent et particulièrement étrange, qu'est celui de création, le gnosticisme chercha moins à refuser la notion de création qu'à la rendre compatible avec le sentiment de déchéance mondaine. Afin de comprendre les enjeux de ce courant, encore faut-il se rappeler que la notion de création, prise en son sens radical de création ex nihilo à partir du néant, est totalement étrangère aux Grecs ainsi qu'aux Romains, qui ne peuvent concevoir que l'on puisse passer du néant à l'être. Ainsi, de toutes les notions qui feront le cœur de la dogmatique chrétienne, celle de création ex nihilo est sans doute la plus déroutante au regard de la raison en général, mais aussi de la réception que l'époque lui adressa. C'est pourquoi le gnosticisme semble être une réponse de nature gnostique à l'émergence de cette idée que le monde aurait été créé par une puissance transcendante, et non simplement configuré ou ordonné par un architecte. En effet, compte tenu de l'évidente souffrance que suppose le monde par sa dimension matérielle, il paraît extrêmement difficile de considérer qu'un Dieu juste, sinon bon, serait lui-même le créateur d'une telle situation. Par conséquent apparaît une alternative. Soit l'on renonce à ce concept si déstabilisant de création, soit on le maintient, mais alors on ne peut pas juger qu'un Dieu juste soit l'auteur du monde matériel. La seconde option signe le cœur du gnosticisme, qui provient évidemment du sentiment d'étrangeté du monde, et qui le corrèle donc à la nécessité qu'un Dieu injuste ou mauvais ait créé le monde matériel. Selon cette perspective, le corps matériel est diabolisé. Il est conçu comme l'œuvre du malin, du démiurge, voire de Yahvé assimilé au malin, version de Marcion, alors que l'esprit, lui, est ce qui nous apparente au Dieu bon, qui se manifeste à l'homme par l'esprit. Les figures centrales sont Simon le mage mort en 65, Valentin mort en 160, Marcion 85-160, Basilide mort en... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.